On va poursuivre les débats de cette journée, cette nouvelle édition de Tip & Shaft Connect avec une nouvelle table ronde, là aussi avec un vaste sujet. J'espère que nos sujets ne sont pas trop vastes, en tout cas ils intéressent les gens. On va s'intéresser justement au prochain cycle IMOCA. Donc là on vient de faire une grande séquence consacrée à l'IMOCA dans la suite du bilan du Vendée Globe, et on va essayer de se projeter un petit peu avec ce sujet 2025-2029, à quoi va ressembler le prochain cycle IMOCA. Pour en parler, vous pouvez les applaudir. Justine Métro, honneur aux dames. Le skipper de l'IMOCA, Teamwork Team SNEF. Antoine Mermot, le président de la classe IMOCA, que vous pouvez applaudir aussi, pas de jaloux. Et puis, je fais toujours applaudir les présidents, Antoine. Et puis, en visio, depuis Chamonix, Johan Salen, qui est un peu grippé, on va dire, mais qui n'a pas pu faire le déplacement jusqu'à Lorient, mais qui est chez lui, du côté de Chamonix, si je ne me trompe pas. Johan, est-ce que tu nous entends ? Non. Oui, je vous entends très bien. Ok, et super. Désolé de ne pas être présent avec vous. Je croyais jusqu'à la semaine dernière que le Covid était quelque chose du passé, mais j'ai réalisé que malheureusement que ça n'était pas le cas. Bon, ben, si c'est le Covid, c'est mieux que tu restes effectivement chez toi que de venir chez nous. Merci en tout cas de faire l'effort malgré la fièvre. Notre sujet, à quoi va ressembler le prochain cycle IMOCA ? Je vais faire une rapide introduction et puis après on va regarder le calendrier pour voir de quoi on parle. L'idée de ce sujet-là vient plutôt de la manière dont le cycle précédent a été vécu. Un cycle, on va dire, à haute intensité. Les skippers, les flottes étaient extrêmement importantes. Les skippers ont beaucoup navigué, énormément navigué. Ce qui explique en partie les résultats du Vendée Globe et notamment la fiabilité des bateaux. Le rythme a été extrêmement intense pour tout le monde, pour toutes les équipes, et ça a donné ce niveau à la fois sportif et de maintenance, on va dire, extrêmement élevé sur le dernier Vendée Globe. Donc, assez vite, on s'est posé la question, comme plein d'observateurs, de est-ce qu'on repart sur ce même cycle-là ? On a vu qu'il fallait des équipes très structurées, très organisées, et des skippers avec des niveaux physiques, voire mentaux, extrêmement élevés aussi pour tenir ce rythme qui avait été très particulier. Je pense, Antoine, je vais parler sur ton contrôle, mais je pense que jamais sur un cycle de 4 ans, les bateaux avaient autant navigué, pris le départ d'autant de courses que cette séquence-là. Et donc, naturellement, on se projette sur la séquence à venir, qui est déjà en cours, en fait, depuis l'arrivée du Vendée. C'est une question à entrée multiple, c'est une question d'organisation, c'est une question des équipes, c'est une question de stratégie sportive des équipes, c'est une question de réglementation. Il y a une nouvelle règle de qualification, notamment pour le Vendée Globe, qui a de l'impact. C'est aussi une question de choix, circuit équipage, circuit solitaire, puisqu'on va le voir notamment avec Johan, qui est le directeur de The Ocean Race. On va voir que The Ocean Race prend de l'ampleur. Sur le cycle précédent, The Ocean Race, c'était les premières éditions qui étaient réservées aux IMOCA. On a vu pas mal de coureurs participer à cette course-là. Est-ce que ça sera encore le cas cette année ? On voit qu'il y a aussi une course supplémentaire qui est organisée par The Ocean Race. Bref, il y a pas mal de nouveautés et donc on va essayer de faire un peu de prospective. Et pour en discuter, donc, on a pris le président de la classe IMOCA, Antoine Mermot. On a pris une skipper qui à la fois a fait le Vendée Globe mais est aussi habituée de The Ocean Race et prépare un nouveau projet. C'est pas un secret, Justine. Tu dévoileras pas tout, mais tu es investi sur ce cycle-là avec un projet. Et puis donc, Johan Salen, qui est le directeur de The Ocean Race. Est-ce que tu peux nous mettre la slide du calendrier IMOCA, Alexis ? Juste qu'on voit, c'est comme ça qui va structurer le rythme. Vous avez à peu près tout. Je ne sais pas si Antoine, tu veux faire un petit commentaire rapide pour dire ce qui change par rapport au cycle précédent. Est-ce qu'il y a des courses en plus ? Est-ce qu'il y a des courses en moins ? Très rapidement, parce que tu poses tellement de questions que. Ouais, mais je balisais le terrain. Ne t'inquiète pas. Donc effectivement, ça c'est le programme qu'on propose aux skippers IMOCA pour les 4 prochaines années. Donc c'est un programme qui est très dense. Je crois qu'il y a une trentaine de villes qui vont être visitées dans les 4 prochaines années. En fait, déjà il y a un concept. Enfin, il y a plusieurs concepts. Il y a un concept, c'est de se dire que pour préparer des tours du monde, que ce soit Ocean Race ou que ce soit le Vendée Globe, il faut se préparer, il faut naviguer. Et je crois qu'effectivement, sur ce dernier cycle, on a vu que le fait que tout le monde navigue beaucoup, se prépare beaucoup, ça a permis de challenger les bateaux et ça a permis aux skippers aussi d'être à la hauteur de l'enjeu. Donc déjà d'avoir un programme sportif et technique dense,
Je crois que c'est quelque chose d'important par rapport aux grandes courses et par rapport aux objectifs qu'on peut se fixer. Après, il y a une autre entrée, c'est aussi que la classe IMOCA, elle est très variée. Donc il va y avoir des skippers qui ont plus d'expérience, il y a des skippers étrangers, il y a des skippers qui débutent, il y a des plus gros projets, des plus petits projets. Donc l'idée, c'est de faire un calendrier qui permette à chacun aussi d'aller trouver ce qu'il a besoin. Ce qu'il a besoin par rapport aux retombées que va rechercher son partenaire, ce qu'il a besoin aussi par rapport à la construction de son projet technique et sportif. Et là, c'est vrai que le programme tel qu'il est fait, pour des équipes étrangères, il y a une partie équipage qui commence à pouvoir sur 3-4 ans se vendre, je dirais, même indépendamment du reste. Il y a évidemment le circuit historique qui est tourné vers le Vendée Globe, qui reste très dense et qui permet aussi de se préparer correctement pour le Vendée avec une montée en puissance. Il y a des événements comme le défi Azimut qui revient chaque année et qui sont une vitrine importante aussi de notre championnat, qui sont des courses qui sont pas forcément très coûteuses, mais qui sont des courses qui permettent aussi de beaucoup travailler avec les partenaires. Et puis, effectivement, il y a des courses en France, en Europe, et des courses et des villes aussi autour du monde qui sont proposées. Donc l'objectif de ce programme, c'est que chaque personne qui souhaiterait venir faire de l'IMOCA, il trouve son compte. Et donc après, il y a un dernier point, qui est le point effectivement qui a été assez marquant sur le dernier cycle, c'est que la façon dont on se qualifiait pour le Vendée Globe, c'était finalement une suite assez linéaire de courses auxquelles il fallait participer. Donc il y avait vraiment une pression à participer aux courses. Donc on s'est trouvé effectivement avec beaucoup de skippers au départ des courses. Donc ça a été d'un côté une vraie force, mais ça a été aussi assez compliqué à gérer d'avoir beaucoup de bateaux à chaque course. Et pour les skippers, c'est vrai que ça a été finalement une contrainte dans le sens où pour certains, par rapport à leur préparation sportive ou technique, ou par rapport aux objectifs de leurs partenaires, à certains moments, ils ont fait des courses qui finalement est plus par contrainte que par besoin. Donc là, du coup, on a travaillé sur un système avec le Vendée Globe de qualification qui est basé sur des points et qui permet beaucoup plus facilement que chacun puisse choisir les courses auxquelles il veut participer. Et donc, ça devrait permettre que les skippers choisissent finalement les courses qu'ils décident de faire et qu'on ait éventuellement aussi moins de bateaux au départ des courses. Parce que quand on a 25, 30, 40 bateaux au départ des courses, ça, c'est assez cher pour l'organisateur, pour accueillir tout le monde à la hauteur, et c'est assez difficile aussi que chacun trouve sa place médiatique dans la course. Donc a priori, on devrait avoir plus de courses, mais peut-être aussi moins de participants à chaque course. Voilà, c'est un peu ça les trois principes qu'ont guidé ce programme. Parce que paradoxalement, le système de qualification du cycle précédent, donc j'ai bien en tête qu'il n'y a pas que le Vendée Globe et il n'y a pas que la course vers le Vendée Globe qui anime ce calendrier. Il y a des courses en équipage, on va y revenir juste ensuite. Mais du coup, la fameuse course au 1000 qui avait été en son temps critiquée, beaucoup de gens critiquaient la difficulté de compréhension du système. Au final, il a donné naissance à ce que je disais tout à l'heure, à un niveau technique et sportif extrêmement élevé, mais il avait aussi généré des contraintes que tu viens d'évoquer, auxquelles on n'avait pas forcément pensé, qui est un nombre de bateaux peut-être trop élevé, des contraintes pour les coureurs pour courir plein de courses. Il y avait aussi ce bénéfice quand même qu'il faut pas oublier, qui était vraiment le niveau sportif, et puis ces flottes qui, pour le public en tout cas, sont toujours intéressantes, d'où les petits changements. Je vais te redonner la parole, Antoine, et après on va demander à Justine, mais du coup, en termes de rythme, c'est ça la question centrale. La question centrale, c'est à quoi ça va ressembler. En termes de rythme, qu'est-ce qui va changer par rapport à la fois précédente ? Il y aura plus ce rythme échevelé. Par contre, il y aura une prépondérance du sportif et de la performance sportive. Est-ce que tu peux essayer de nous décrypter et de commencer à répondre à cette question ? À quoi ça va ressembler ? Non, au niveau du rythme, la différence, c'est que c'était le règlement d'empiler des 1000 qui finalement guidait le calendrier des teams et des marins. Alors que là, c'est vraiment les marins qui vont décider ce qu'ils ont envie et besoin de faire et qui vont pouvoir aller chercher finalement les événements et potentiellement aussi, on peut voir que certains vont faire des choix différents dans l'approche de leur préparation du Vendée Globe. Et donc donc potentiellement,
on redonne finalement le pouvoir aux équipes ou aux skippers justement de choisir leur rythme, ce qui n'était pas forcément le cas avec la course, enfin le règlement précédent. Justine, toi, tu as vécu le cycle précédent, on te souhaite vivre le cycle en cours. Quand tu vois ce planning-là, et quand tu te projettes dans ta gestion, dans ton planning, dans ta gestion d'équipe et de projet, qu'est-ce qui va changer pour toi par rapport au cycle précédent ? Comment tu vis, comment tu anticipes justement ce nouveau cycle ? C'est sûr que les critères de qualification, ils sont toujours pris en compte assez à la base du projet, parce que voilà, quand on s'engage dans un projet avec les partenaires, on doit être sûr de pouvoir répondre à leurs attentes, donc de pouvoir effectivement être organisé pour garantir le fait de se qualifier pour le Vendée Globe. Donc bien sûr, quand on regarde ça, on a eu les détails des règles hier, sauf erreur, donc moi il faut que je mette la tête dedans aussi. Mais voilà, bien sûr, ça fait partie du jeu. Moi, c'est vrai que sur le cycle précédent, j'ai commencé le cycle en faisant de l'équipage avec Eleven Hour Racing Team, même avant de savoir que j'aurais mon propre projet. Donc, c'est sûr que les courses en équipage, moi, ça m'a vraiment aidé à mettre un pied dans le circuit, à prendre de l'expérience sur ces bateaux. Et puis, ça a aussi été très formateur dans ma préparation du Vendée Globe. Donc, voilà, le côté... Cette année, donc moi je cours toujours sur Teamwork Team Snap, le bateau du Vendée Globe pour les courses de la saison. Moi, j'ai pas des partenaires qui ont un intérêt à aller faire les courses de The Ocean Race. Donc moi, j'irai pas avec mon bateau sur ces circuits-là. Mais par contre, voilà, on peut aussi, on l'a vu sur la dernière Ocean Race, qu'il y a beaucoup de skippers d'autres bateaux qui ont pu aller faire des étapes et puis prendre de l'expérience sur le Tour du Monde. Est-ce que tu peux remettre la visio avec Johan ? Johan, une petite question. Du coup, The Ocean Race est à nouveau présent sur le cycle qui arrive, avec The Ocean Race Europe qui va avoir lieu cet été, The Ocean Race Monde, tout court, qui aura lieu en 2027. Il y a une nouvelle course qui s'est insérée dans le calendrier en 2026, qui est une transat entre New York et Barcelone. Qu'est-ce qui a présidé à ce choix de votre côté ? Vous devenez une plateforme, vous devenez un organisateur de plusieurs courses, de 3 courses sur des cycles de 4 ans. Qu'est-ce qui a présidé à ce choix ? Et comment vous arrivez à l'insérer dans le planning IMOCA de ce nouveau quadriennat ? J'ai vérifié, le terme existe bien. Il y avait pas mal de questions encore. Toujours. Toujours. Non, je crois qu'il y a des façons générales dans le planning, et c'est un peu comme Antoine disait, le but, c'est pas forcément avoir 40 bateaux pour toutes les courses, mais avoir plusieurs courses et de choix entre les courses en équipage et en solitaire. Il y a aussi des teams qui peuvent faire les deux. Du coup, nous, on n'attend pas et on ne peut pas accueillir 40 bateaux dans nos courses. C'est pratiquement impossible. Du coup, pour le calendrier, c'est pas aussi compliqué que ça. De Ocean Race Atlantique spécifiquement, il y a deux arguments. Il y a un argument de côté des équipes, parce qu'on sent vraiment qu'il y a un envie des équipes, des skippers et des navigants d'une façon générale à naviguer plus en équipage, côté skipper français et surtout de skippers internationaux. Le solitaire reste toujours un phénomène très français, c'est génial, ça marche, mais il n'y a pas des événements au niveau international en solitaire, à part en France, où c'est énorme et on sait que ça marche super bien. Mais il y a une envie, clairement, de skippers français et internationaux à naviguer plus en équipage, en IMOCA. Du coup, ça c'est un côté. De notre côté, comme organisateur d'événements, c'est important pour nos sponsors, pour les équipes et pour nos villes à pouvoir avoir des événements plus régulièrement.
la tradition avec The Ocean Race, un tour du monde tous les 4 ans, c'est pas assez aujourd'hui pour continuer pour construire une continuité qui est demandée de tout notre stakeholder aujourd'hui. Du coup, ça, c'est un résultat de ça. Très bien. Ah, vous m'entendez? Oui, pardon. Juste le temps que ça revienne. Johan, encore une question. Comment tu anticipes la capacité des équipes, soit qu'elles portent un projet solitaire, soit qu'elles portent un projet en équipage, à aller voir dans l'autre monde à chaque fois? Est-ce que tu penses que tu pourrais avoir des équipes anglo-saxonnes, suédoises, italiennes, espagnoles qui viennent voir un peu les courses en double, par exemple, le modèle un peu plus français de course? Et est-ce que tu penses qu'il y a encore plus de projets solitaires qui pourraient se tourner vers les courses en équipage? Parce c'est l'un des enjeux, on propose 2 circuits pour le même support, mais quelle est la capacité de chacune des équipes à aller voir un petit peu de chacun des autres mondes? Oui, pour nous, c'est la coopération qu'il y en a avec la Classic Moka. Je crois que c'est pour avoir une bonne base, comme on dit en anglais, une masse critique de teams, c'est super important. Mais ça, c'est surtout des teams qui existent déjà aujourd'hui. Et ça, c'est super. C'est une très bonne base et une base très importante pour nous dans le futur. Mais à part ça, il y a l'ambition, c'est clairement amener plus de teams internationaux qui viennent faire nos courses et quelques-uns qui vont forcément aussi participer, avoir la volonté à participer dans le Vendée Globe et des courses en solitaire, même si c'est pas, il y a beaucoup de skippers internationaux qui ne veulent pas faire ça aujourd'hui, mais il y a aussi quelques-uns et il y a déjà plusieurs bons exemples dans la classe aujourd'hui, avec Justine, Boris, Kushiro, Sam, les 2 Sam de Chad et du coup, ça, c'est quelque chose qui est très clair. Il y a une envie, il y a des efforts aujourd'hui dans Italie, Espagne, Nouvelle-Zélande, Moyen-Orient, Hollande, Autriche, Scandinavie, etc., à monter des équipes pour la Classic Moka dans le futur. C'est pas facile, c'est beaucoup d'argent, c'est un environnement compliqué aujourd'hui, économiquement et géopolitiquement, avoir des décisions de sponsors. Du coup, ça prend du temps, mais ça va venir et c'est un effort. Il y a beaucoup de monde qui travaille aujourd'hui dans ce sens-là. Du coup, ça, c'est la partie un peu évidente de nos courses, à faire venir de ces équipes internationales. Après, autre côté qui est peut-être moins évident, c'est qu'il y a une opportunité unique aujourd'hui pour le projet, pour les teams qui existent aujourd'hui avec des sponsors français, surtout les équipes plus établies, plus grandes, les équipes qui sont déjà de bons. qui on peut défendre facilement au niveau des retombées commerciales ou des ratios commerciales qu'avec les retombées qu'on va avoir en France. Là, on travaille avec un plan de médias spécifique pour France pour augmenter la visibilité en France. On a la coopération avec Warner Bros. Discovery, Eurosport qui vont être très, très actifs en France dans le futur où il y a beaucoup de projets en cours. On a un contrat qui est pour le 4 années qui vient avec eux, qui est super. On peut faire plus de live de bateaux et pour faire plus de diffusion, pas que dans Eurosport, mais de ce channel qui est intéressant. Et on travaille aussi avec des autres projets de tracker et le côté sustainability où on est fort depuis longtemps pour faire développer la partie retombée et encore plus la retombée en France. Et là, on vient de signer pour faire une escale à Nice avec The Ocean Race Europe qui va être fort dans le sud de la France.
Antoine, toi, tu as été moteur dans le fait d'amener les IMOCA sur Edition Race, ou en tout cas de faire rencontrer cette épreuve et la classe il y a quelques temps. Quel rôle va jouer dans le planning qu'on a vu, quel rôle peut jouer The Ocean Race Europe et même The Ocean Race Atlantique dans la perf et le chemin vers des belles perfs en 2028 pour les équipes. Ça va devenir un passage obligé. On se fait The Ocean Race Europe ou The Ocean Race Monde et on sera meilleur sur les autres courses. Alors, le fait, si nos grandes courses, c'est des courses qui font le tour du monde, il y a un moment, il faut s'entraîner aussi au tour du monde, et sur des courses qui sont longues. Donc il y a vraiment un choix sportif et technique de le faire qui peut éventuellement influer sur le résultat du prochain Vendée, sachant que peut-être que la fiabilité, elle est peut-être moins la question de celle qu'on s'est posée il y a 2 ans, puisqu'il y a 2 ans, on était quand même, après le Vendée Globe 2020, on était quand même assez... on n'était pas très sûr de nous sur l'aspect de la fiabilité, donc on a mis beaucoup de moyens et d'énergie pour justement essayer de trouver cette fiabilité. Là, globalement, on repart avec des bateaux qui sont les mêmes, donc avec des critères qu'on connaît, avec un mât qui sera un peu plus costaud. Donc, il est possible que la fiabilité soit peut-être moins le point clé de la prochaine séquence. Par contre, la capacité des skippers à aller vite, la capacité de régler les bateaux, la capacité de les utiliser aussi, peut-être que ça va être ça la clé, et il est possible que du coup le fait d'aller naviguer un petit peu sur un parcours un peu identique, ce soit une clé importante pour le prochain cycle. Ouais. Justine, tu nous as dit tous les bénéfices que tu avais tirés toi à titre de marin, mais si tu devais avoir un nouveau projet sur cette séquence, est-ce que tu serais intéressé par y aller avec ton bateau, ou tu penses que c'est plus pertinent d'y aller comme équipière pour accumuler des milles? Parce qu'il y a eu les deux scénarios. Oui, bien sûr. Je pense que l'idéal, c'est de pouvoir y aller avec son bateau. Après, c'est pas possible pour tout le monde. Et je pense que même moi, d'y être allé sur un bateau qui était assez différent d'un autre architecte, ça m'a quand même permis de voir plein de choses, justement comme en parle Antoine, au niveau de certaines usures que tu peux pas voir au terme d'une transatlantique. Qu'est-ce qui a cassé sur le bateau, comment on fait aller pour aller vite dans beaucoup de mers, quelles sont les différentes solutions, les leviers, peut-être quelle voile le mieux dessinée, tout ça, c'était quand même des gros apprentissages, et moi je sais que ça m'a vraiment servi aussi pour pouvoir faire des retours à mon équipe en préparation du Vendée Globe sur certains choix à faire, sur des aspects du bateau en préparation auxquels faire attention, parce que moi j'avais pu expérimenter certains problèmes avec Eleven Hour. Donc l'idéal bien sûr c'est d'y aller avec son bateau, mais si c'est pas possible, de pouvoir y aller avec un autre équipage. Je pense que c'est riche en termes d'expérience en IMOCA, c'est toujours riche aussi parce qu'on apprend toujours en naviguant avec d'autres personnes. Donc en tout cas moi je me poserai pas la question, mais aussi parce que c'est dans ma culture depuis longtemps, et que c'est aussi une course qui me tient à cœur. Mais en effet je pense que ça a été très utile aussi. Je vous pose la question à tous les deux en termes de séquençage jusqu'en 2028. Ça serait quoi le planning optimum pour performer? Je ne sais pas si cette question est pas trop large, mais mettons que tu n'as pas de problème de budget, tu n'as pas de problème de... c'est comme la table ronde précédente, elle est théorique. Il y a quand même toujours les contraintes réalistes à prendre en compte de budget, de quand est-ce qu'on peut récupérer ou construire un bateau. Donc tout ça, il y a souvent les choix, certaines décisions, elles sont quand même contraintes par la réalité
Ce que je veux dire, c'est que lors du cycle précédent, on savait que, notamment dans une perspective de Vendée Globe, il fallait faire toutes les courses. C'était assez simple et ça a drivé tout le monde. Mais là, vous allez pouvoir choisir, vous allez pouvoir picorer. Est-ce que toi, tu aurais une idée de comment tu construirais ton non, je pense que ça dépend vraiment de la réalité du projet. Après, c'est vrai que c'est un avantage de ne pas devoir participer à certaines courses. Sauf erreur, on sait qu'on a 3 courses auxquelles on ne peut pas prendre part et qui ne feront pas partie du classement du parcours de qualification pour chaque personne. Donc voilà, tout ça, bien sûr, ça laisse un peu plus de liberté. Ça permet de ne pas se sentir effectivement contraint de participer absolument, parce que des fois, de participer à une course, ça aussi, ça engage le skipper à faire passer plus de temps en mer, mais c'est aussi une discussion financière avec les partenaires. Donc dans tout ça, je pense que ça a un avantage de laisser un peu plus de flexibilité et de pouvoir vraiment aller faire les courses qu'on pense pertinentes pour nous et pas d'aller faire de se dire qu'il faut absolument tout faire pour être sûr d'avoir sa place au Vendée. Antoine, je vais reformuler ma question. Toi qui es déjà en discussion avec les équipes, avec les skippers, tu vois quoi comme stratégie s'esquisser justement sur en termes de tempo, de rythme, à quoi tu t'attends? Très franchement, c'est très très varié, et justement l'idée, ça a été de répondre à cette diversité et de justement de sortir d'une contrainte qui finalement a contraint finalement beaucoup d'équipes en réalité sur la dernière fois. Et vraiment, il y a pas je crois pas qu'il y ait de règles. Je crois que je dirais, des courses comme Ocean Race et donc le Détour du Monde, ou le Vendée Globe, c'est un tel équilibre familial, sportif, technologique, financier, que finalement, pour bien la préparer, finalement, il faut que chacun puisse qu'on respecte au maximum cet équilibre-là de chacun, pour que le jour J, par rapport à l'objectif qui s'est fixé, le skipper, le projet soit prêt à bien faire la course, quoi. Donc je crois pas qu'il y ait vraiment une règle. Je pense que chacun ira la chercher. Est-ce que tu peux juste nous rappeler de manière très simple la nouvelle règle de qualification? On n'en a pas du tout parlé, mais donc je te vois soupirer déjà, mais vraiment en 3 mots, parce qu'il faut quand même que l'audience ait le contexte en tête. En 3 mots, donc la précédente, en gros, chaque skipper marquait donc des 1000, quelle que soit sa position dans la course, donc à chaque course. Là, la nouvelle règle, donc chaque skipper marque des points, et donc effectivement, entre le premier et le dernier, c'est pas le même nombre de points. Et donc à la fin des 4 années, on additionne donc le nombre de points, et on enlève les 3 plus mauvaises performances. Donc ça fait à peu près l'équivalent d'une saison pour tout le monde. Et à partir de là, ça sera les 37 mieux classés qui seront donc sélectionnés pour le Vendée Globe. Ce qui change évidemment énormément la donne par rapport à la fois d'avant. Je voulais juste qu'on remette les éléments de contexte pour que tout le monde comprenne bien. Il y a différents types d'équipes. Il y a des projets aventure, il y a des projets performance, y compris sur des courses type The Ocean Race. Ils seront, eux, dans ce cadre-là et dans ce nouveau cadre, dans ce nouveau calendrier, dans ces nouvelles règles, tout le monde sera servi à peu près équitablement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire équitablement? Tout le monde prend le même départ des courses. Tout le monde a sa chance, mais c'est certain que les équipes qui performent, elles marquent des gros points, et globalement, elles vont rapidement être à l'abri parce qu'elles vont rapidement marquer des gros points. Et c'est vrai que les équipes ou les skippers qui sont débutants et qui ont moins d'expérience ou moins de budget, il va falloir qu'ils essaient justement plutôt de naviguer beaucoup, parce qu'ils vont marquer moins de gros points sur des courses, et donc ça va globalement en fait, faut pas forcément raisonner pour qui on va qualifier, c'est plutôt de savoir dans le groupe qui va être éliminé. Et donc, en gros, ceux qui sont plutôt dans l'arrière de la flotte, ils ont plutôt intérêt à participer à beaucoup de courses pour marquer des points. Ouais. Alors que les gros projets, avec des skippers qui sont concrètement expérimentés et des sponsors qui sont aussi souvent fidèles, très rapidement, au bout de quelques courses, ils auront passé le cut, a priori, du nombre de points, donc ça sera plus un enjeu pour eux. Vous vous attendez tous les deux à avoir le même nombre de candidats au prochain Vendée Globe? Si on doit parler des Vendée Globe, vous vous attendez à avoir le même nombre, la même pression de candidature? Antoine doit mieux savoir que moi.
En fait, c'est un peu dur à dire parce que si on regarde dans le passé, on voit que dans des périodes où économiquement c'est plus difficile, on a forcément moins de concurrents. Donc si on regarde la période qu'on vient de passer, en 2020-2021, c'était plutôt positif en fait. La sortie de Covid, elle a été assez positive pour nous finalement. Là, on a quand même l'impression que la situation économique extérieure et mondiale a l'air d'être quand même beaucoup plus tendue, avec des perspectives qui ne sont pas très claires. Donc, on peut imaginer qu'il y aura moins de candidats. Par contre, il y a aussi des nouvelles entrées. C'est-à-dire que on a déjà des atouts. On a un Vendée Globe qui a été exceptionnel, qui a eu des retombées exceptionnelles. On l'a vu ce matin avec Massif qui a montré des chiffres qui sont jusque-là, qui n'avaient jamais été atteints en voile en fait, depuis. Et donc on a des vrais atouts, donc des atouts pour aller chercher des partenaires. Et puis on a aussi une deuxième voie, effectivement, entre guillemets, de clients ou de skippers qui voudraient participer. On va prendre l'exemple de Francesca Clapiche. Très clairement, elle serait jamais arrivée en faisant par la voie classique pour faire le prochain Vendée Globe. Et on a des skippers qui sont de ce profil-là, qui s'intéressent aussi à cette course. Donc éventuellement, ça peut aussi faire un petit pourcentage en plus. Donc on verra, mais je pense pas qu'on en aura 150. Même question à Johan Salène. Est-ce que à quelle affluence tu t'attends par rapport aux éditions précédentes de The Ocean Race? Est-ce que tu penses que tu vas réussir à convertir un peu plus de ces satanés marins français drogués au solitaire de venir sur vos courses, et à quelle affluence vous vous attendez à la fois sur The Ocean Race Europe et sur The Ocean Race tout court? On sait, juste je complète tout de suite avant, on sait qu'il y a plein de marins qui voudraient le faire, mais dont les sponsors ne sont pas forcément convaincus de l'intérêt. Il y a un intérêt sportif et un intérêt économique qui sont parfois découplés, mais à quoi vous vous attendez à The Ocean Race sur vos courses en termes d'affluence? Non, c'est vrai que si on fait marche arrière 3 ou 4 ans, il y avait pas mal de navigants et sponsors et gens du milieu d'une façon générale qui avaient des doutes que ça a été le bon choix, faire plus de navigation en équipage et plus international. Aujourd'hui, on est arrivé à une situation qui est très différente. Il y a beaucoup de navigants qui sont en vie, beaucoup de skippers qui sont en vie, des projets existants, mais aussi des projets potentiels internationaux. Et nous, par rapport au Vendée Globe, on est complètement différent parce que on est en partie en discussion, en partie en contrat avec 17 villes. Et c'est assez compliqué à gérer. Et logistiquement, pour le Tour du Monde, ça va être difficile pour nous à avoir plus que 12, peut-être 14 équipages. Du coup, c'est déjà complètement par rapport au le monde solitaire français et le Vendée. C'est pratiquement impossible. Du coup, notre focus, c'est avoir 10-12 équipes haute qualité, très internationale, et aussi des équipes qui sont actives à activer au niveau de médias, au niveau de B2B, etc., pour faire un événement vraiment de qualité. C'est un peu tôt à dire les chiffres aujourd'hui, mais c'est déjà, comme je disais, très différent par rapport à avant, avec l'envie, les discussions qui sont en cours. Très bien, on va prendre des questions. Le micro est sur le petit bureau Tip & Shaft. Est-ce qu'on peut allumer la salle juste qu'on voit s'il y a des questions? Voilà. Il y a tout en haut, Flavie. Lève bien la main. Et n'oubliez pas de vous présenter avant de poser la question. Pierre-Antoine Morvan de la voilerie Incidence. Dans les points pour se qualifier au prochain Vendée Globe, le dernier Vendée Globe marque des points ou pas?
Tout de suite, des questions précises. Oui. Oui. Ok. Et j'ai vu que l'année dernière, il y avait la Transat CIC qui arrivait à New York et New York-Vendée qui faisait la course retour un peu. Là, il y a une année de décalage. Pourquoi vous avez fait ça ? C'est donc l'organisateur, donc la SEM Vendée. Donc ça revient aussi un petit peu à ce que disait Johan, en fait, et c'est aussi des questions qui sont aussi chez OC Sport assez... En fait, la capacité d'un organisateur sur 4 années à organiser des grands événements, elle doit aussi être organisée. Pour eux, c'était difficile d'organiser 2 grands événements l'un après l'autre, et finalement, ils ont le New York Vendée au mois de mai, enfin juin. Avec le Vendée Globe au mois de novembre, ça a été très lourd à porter pour l'organisateur. Donc pour eux, c'était plus logique d'avoir une année, donc 25 arrivées de Vendée Globe, 26 Vendée Arctique, 27 New York Vendée et 28 Vendée Globe. Merci. On peut remettre la slide, peut-être la slide calendrier. Non, calendrier, ouais. Comme ça, on voit effectivement le petit switch en 2028 de New York Vendée qui est remonté en 2027. On voit quand même que les organisateurs de ce Tour du Monde deviennent des organisateurs globaux. Hein. Ils font tous une autre épreuve que leur... Ouais, mais c'est ce que disait Johan. En fait, c'est pas soutenable vu les enjeux financiers et techniques pour organiser une course aujourd'hui, d'en organiser une tous les 4 ans. Ça fonctionne pas. Donc, il faut, pour réussir à garder le niveau technique d'organiser une course à la hauteur de l'enjeu, et aussi les partenaires financiers d'une course, ils ont besoin d'avoir aussi 1 ou 2 événements. Des rendez-vous plus récurrents que tous les 4 ans. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous n'avez pas d'autres questions ? C'est votre dernier prix ? J'en ai encore quelques-unes. Ah si, voilà. Je savais bien. Thibaut Vauchel de Saint-Malo qui voudrait savoir si on pourra bientôt courir le Vendée Globe en Ocean 50. Pas forcément, non. Non, à chaque bateau son programme. Le système de qualification, donc au point, si j'ai bien compris, plus on perf, moins on a besoin de faire de courses. Donc ça veut dire que les projets moins performants devront en faire plus. Et ce que là, c'est la conséquence, ou c'est ce qui était recherché, c'est de remonter les moyens financiers des teams. Parce que si on fait plus de courses, c'est plus exigeant, tout va coûter plus cher en logistique et technique. Est-ce que c'est une volonté de pouvoir remonter le seuil minimal financier pour participer au circuit IMOCA et au Vendée Globe ? Bon, déjà sur le programme précédent, l'objectif c'était de faire toutes les courses. Donc là, pour le coup, on n'est plus obligé de faire toutes les courses. Donc déjà, ça fait diminuer ça va pas dans le sens d'augmenter les coûts, puisque donc notre système de points, finalement, il va enlever les 3 plus mauvaises courses. Donc ça veut dire que factuellement, si quelqu'un voulait marquer le maximum de points, il y a forcément 3 courses qu'il n'est pas obligé de faire. Alors que dans le passé, pour marquer le maximum de 1000, il fallait bien participer à toutes les courses. Après, en fait, le problème, il est aussi, il est un peu différent. C'est-à-dire que si on dit que les grosses équipes, elles vont rapidement avoir le seuil minimal de points pour se qualifier pour le Vendée Globe, je ne crois pas qu'on fait une course pour se qualifier pour une autre course. On fait une course parce qu'on fait une course et on cherche à la gagner. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une course pour faire des 1000, et on fait une course parce qu'on a envie de la faire, parce que cette course, elle nous parle, parce qu'on a envie de performer dans cette course. Et donc, par exemple, je ne sais pas, le Fastnet n'est pas qualificatif pour la Transat Café L'Or. La Café L'Or n'est pas qualificative. Et donc, cette contrainte de dire qu'on est absolument obligé de participer et surtout de finir à une course, je pense qu'elle a eu l'avantage de construire quelque chose, d'aider beaucoup de gens à construire des projets, à avoir une flotte un petit peu plus conséquente. Mais je ne pense pas que ce soit une fin en soi. Je pense qu'il faut vraiment considérer que sur ce calendrier,
les courses prises une par une, elles sont vraiment des courses qui sont à aller gagner pour les gens qui sont là pour gagner. Et puis les organisateurs qui organisent ces courses, ils organisent pas des courses qualificatives, ils organisent des courses qui sont des courses qui existent en elles-mêmes. Qui existent en elles-mêmes, tout à fait. Justine, tu confirmes ce nouveau schéma change un petit peu la manière dont tu abordes les courses, dont tu vas aborder les courses? Ah oui, bien sûr, ça va changer. Je pense que ça va changer la donne, déjà dans dans les choix qu'on fait des courses auxquelles on participe. Et oui, effectivement, si le côté du nombre de milles, il est un peu plus mis de côté, et que ça permet aussi de se concentrer plus sur la performance qui joue dans la qualification. Je pense que c'est effectivement positif. Après, j'espère que pour les petits projets qui ont des petits budgets, le fait de devoir participer à toutes les courses, parce que ça a aussi un coût financier, ça ne devienne pas non plus trop contraignant. Alors, une question de Jean-Marie Corteville. Lève bien la main. Non, de l'autre côté. Voilà. Oui, j'ai une question concernant le championnat IMOCA Globe Series, savoir s'il va être valorisé et comment. Donc comme aujourd'hui, il y a un champion annuel. Donc cette année, c'est Charlie Dalin qui est notre champion, et on va le célébrer dans un mois. Et après, effectivement, donc on rajoute un deuxième classement, donc qui sera un classement sur 4 années. Qui sera le classement qui sera utilisé justement pour se qualifier pour le Vendée Globe. Donc, c'est le classement du championnat. Donc, ça le valorise d'autant plus qu'on va utiliser la façon de valoriser notre championnat avec le même système. On va aussi sélectionner les skippers pour le Vendée Globe. Je sais que tu es attaché à ce que le cycle qu'on évoque ne soit pas qu'un cycle entièrement tourné vers le Vendée Globe. Est-ce que justement, dans ce cadre-là, est-ce que le championnat aura un classement équipage ? On ne l'a pas prévu, non, pour l'instant. Une petite question à Johan. On parle beaucoup, dans les conversations, là, on parle beaucoup des grosses équipes et des petites équipes. Est-ce que sur les courses que tu organises, Johan, est-ce qu'il y a différentes typologies d'équipes, là aussi ? Est-ce que vos courses autour du monde et autour de l'Europe sont accessibles aux petites équipes? Je mets plein de guillemets, quoi. Mais est-ce que tu as différentes typologies d'équipes qui s'engagent sur tes courses? Non, formellement, il faut avoir un bateau avec un certificat IMOCA et accomplir avec les règles. Si ça, c'est le cas, formalement, celles qui veulent peuvent participer. Et ça, c'est la partie formelle. Après, c'est sûr que, comme pour toutes les courses, pour faire un bon événement, il faut avoir un minimum de teams, d'organisation, de sponsors derrière. C'est plutôt la partie pratique qui est la réalité, cette réalité-là qui est plus compliquée. Mais formellement, il n'y a pas de contraintes, non? Oui, non, ma question n'était pas est-ce qu'il y a des contraintes, mais est-ce que du coup, tu sais déjà dans les gens qui sont candidats à tes courses, est-ce que tu vois différentes tailles d'équipes et différents niveaux de financement d'équipes? Oui. Pour Dirt Race Europe, c'est un mélange, c'est un peu les deux. Je crois que ça va être un très bon niveau sportif, mais il y a aussi quelques équipages plus avec des bateaux moins performants, si tu veux. Et en même temps, à naviguer en Europe en été, le bateau à dérive c'est peut-être la seule course où il peut être vraiment performant et faire un bon résultat par rapport au foiler. Ça va dépendre complètement des conditions, mais ça c'est possible. Du coup, ça, c'est vraiment un mélange. Pour le Tour du monde, c'est plus les teams les plus gros, celles qui sont plus de moyens et plus de possibilités d'organisation d'équipage pour pouvoir faire un Tour du monde de haut niveau. Ça c'est clair. Et donc, c'est important aussi à dire que le calendrier IMOCA, c'est quand on voit ça devant nous aujourd'hui, c'est vraiment unique, pas qu'en France, mais au monde, d'avoir une telle diversité et qualité de courses toutes les ans. C'est unique et ça n'a pas été le cas dans la classe IMOCA avant et ça n'existait pas ailleurs. Ça, c'est important à souligner, ça, je pense.
Une dernière question? Moi, j'ai une dernière question, du coup. Antoine, lors du cycle précédent, le poids du choix de faire un bateau neuf et la prime donnée au bateau neuf était extrêmement importante. Ça n'est plus le cas c'est moins le cas sur cette séquence. Quel est le bon timing pour faire un bateau neuf? Est-ce qu'en arrivant très tard, même très tard, jusqu'à quand peut-on arriver tard avec un bateau neuf, avec ce nouveau séquencement? Il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend beaucoup de plein de facteurs par rapport à l'équipe. Hein. Si on prend purement technologiquement parlant, on assume quand même qu'à chaque fois qu'un bateau existe, on enrichit la base de données générale de notre connaissance sur ce type de bateau. Et au fur et à mesure des résultats des uns et des autres, on voit aussi des solutions qui ressortent. Donc c'est vrai que quand on est le dernier, on peut être la compilation de tout ce qui a été fait précédemment. Là, on voit par exemple sur le dernier Vendée Globe que Massif et Arkea Paprec, ils font partie des bateaux qui étaient mis à l'eau les derniers. Hein. C'était la dernière fournée par rapport à ceux qui ont été mis à l'eau un peu plus tôt. Donc peut-être que c'est un avantage. Après, de l'autre côté, on voit aussi que ça demande du temps à être fiabilisé, un bateau. Donc le fait de le faire peut-être 1 an avant et de faire un tour du monde avec, ça peut être aussi un avantage. Donc c'est dur à dire. Et après, l'histoire, elle se répète pas tout le temps, mais c'est vrai que c'est pas évident. Ouais. En tout cas, tout cet ensemble de règles et ces nouvelles courses, ce calendrier ouvre le jeu singulièrement par rapport aux fois d'avant. Les règles sont plus subtiles et il va falloir, je pense qu'on va apprendre en cours de route beaucoup plus que la fois d'avant où il fallait quasiment courir tout le temps, comme tu l'as expliqué, quoi. Ouais, mais notamment cette histoire de bateau neuf, parce que en fait, c'était pas forcément fondamentalement une volonté de donner ces wildcards pour des bateaux neufs. C'était juste une conséquence. Et ils ont eu le même problème en mini quand ils ont commencé à faire aussi un système de sélection au 1000. C'est que le problème, c'est que ceux qui construisent des bateaux, c'est des gros investisseurs, et les gros investisseurs, ils peuvent pas naviguer. Donc en fait, ça fonctionnait pas. Donc finalement, on a pris cette règle de bateau neuf comme quelque chose qui était peut-être quelque chose qui était beaucoup mis en avant, mais en réalité, c'était uniquement la conséquence de cette règle de qualification au 1000. Et de l'autre côté, pour sortir de cette règle de qualification au 1000, ça a été un des premiers arguments, c'est que finalement, cette règle de bonus pour les bateaux neufs, elle n'était pas justifiable, elle était dure à raconter, elle était très facilement critiquable, alors de façon peut-être un peu populiste de temps en temps, mais donc du coup, ça a été aussi un argument premier de sortir de cette conséquence en fait qui ne devait pas être ce qui était mis en avant par notre projet, quoi. Très bien, un grand merci à tous les trois, merci beaucoup, merci Johan, soigne-toi bien.